Vous reconnaissez le château du parc du Grand Blotreau, mais connaissez-vous les serres du Grand Blotreau? Elles sont juste à côté et on va vous emmener faire une petite visite, vous allez apprendre plein de trucs. On est allé se mettre au chaud à l'intérieur des serres d'agronomie tropicale où il fait à peu près 20 degrés, il fait bien meilleur qu'à l'extérieur. On a rendez-vous avec Jean-Christophe Ribes qui s'occupe justement de ces serres d'agronomie tropicale et aussi du jardin d'agronomie tropicale à l'extérieur. Parce qu'en ce moment, il se passe des trucs dans les serres, c'est le grand rendez-vous du rempotage. Voilà. Alors pourquoi maintenant? Alors pourquoi maintenant? Parce que en hiver il fait froid, hein, donc toute la partie potager, tout ça c'est démonté, il n'y a plus de plantes. Et puis nous, on va se mettre au chaud dans la serre, on va faire le rempotage des 800 plantes de la serre. Ouais. Voilà. Ça prend un gros boulot, ça prend à peu près 2 mois et demi de travail. Hein. Cette année, c'est un peu exceptionnel. On profite du rempotage justement pour réaménager les massifs. Hein, tu peux voir que c'est un petit peu vide. Là, on est en pleine restructuration. C'est parce qu'au mois d'avril, en fait, on ouvre au public le dimanche matin en visite libre. Ouais, parce qu'avant, c'était que des visites guidées qui vont rester. Hein, mais... Voilà, donc il y a une partie visite guidée qui va rester. Hein, ça, c'est notre travail habituel. Et puis, exceptionnellement, ça va devenir une coutume. En fait, le dimanche matin, on va ouvrir au public en visite libre. Voilà, pour pouvoir accéder à cette collection assez exceptionnelle. Voilà, exactement. En visite libre, on n'aura accès qu'à une seule partie de la serre. Ouais. Après, le reste de la visite, ça sera en visite guidée. Voilà, il faut quand même encore attirer les gens pour qu'ils assistent aussi aux visites guidées avec vos explications. Voilà. Alors voilà, donc une des plantes que vous êtes en train de rempoter là en ce moment, que vous allez rempoter. Oui, alors c'est une plante, je dirais, classique, c'est un ficus. Bah ouais, tout le monde en a chez soi. Tout le monde a un ficus chez soi, bien évidemment. Et puis ce ficus, alors le travail de rempotage, ça consiste en quoi, bien évidemment? Les plantes en pot, il faut changer la terre pour leur redonner à manger. Hein, ça, c'est logique. Ouais. Donc, il y a une technicité par rapport au rempotage. Nous, on a quelques habitudes. Voilà, je vais vous montrer sur ce ficus comment démonstration. on procède. Voilà, démonstration en direct. Est-ce qu'on peut faire ça chez soi après, pour rempoter son propre ficus? Ah oui, tout à fait. Oui. De toute façon, même chez vous, les gens ne prennent pas forcément le temps de le faire, mais il faut rempoter régulièrement les plantes. Hein, pour leur redonner un substrat convenable, pour leur redonner à manger. D'accord. Hein, voilà. Donc là, ici, on a le ficus. Hein, donc la première chose, bien évidemment, c'est de le sortir de son pot. Ça paraît logique. Pour rempoter, il faut dépoter. Voilà, exactement. Voilà. D'accord. Ensuite, une fois qu'on a dépoté la plante, eh bien là, en fait, on va défaire la motte. Ouais. Hein, donc on va en profiter aussi. Nous, on a un petit peu de mauvaises herbes, hein, donc on va en profiter. Le petit trèfle, là, oui. Voilà, c'est de l'oxalis. Hein, c'est quelque chose qu'on rencontre dans les jardins. C'est un petit peu comme la fraise, ça fait des stolons, ça se multiplie beaucoup. Donc c'est un petit peu, c'est toujours un petit peu embêtant de le laisser, voilà. Hein, donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va éclater la motte. Hein, ouais. Voilà, on va défaire les racines. Bon, faut pas avoir peur d'y aller franchement. Ouais, faut pas avoir peur d'y aller franchement. Nous, on peut casser les racines justement. Nous, on se prive pas. Ouais. En fait, quand on casse les racines, alors là, il y en a pas beaucoup, mais sur les gros sujets avec les systèmes racinaires développés, on est obligé de retailler les racines. Hein, ça va même favoriser un peu comme quand on taille les branches, hein, ça va favoriser le développement racinaire. D'accord. Hein, voilà. Donc là, on continue. Voilà. Donc une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là, on a enlevé. Donc il faut quand même garder une motte. Hein. Ouais. Il ne faut pas mettre complètement là. Voilà, il faut pas mettre complètement les racines à nu. Hein, donc là, le système racinaire en profondeur est quand même assez développé. Donc nous, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on va retailler. Donc là, j'enlève bien la terre. Voilà. Et vous allez retailler les... Voilà, donc on va retailler les racines.
Là, donc c'est toujours un peu... Une petite coupe de cheveux. Voilà, la petite coupe de printemps qui va bien. Voilà. Alors comme il y a de la terre, c'est pas toujours facile à couper. Voilà, donc ça, des fois, faut pas avoir peur d'y aller franchement. Ouais. Ce qu'il faut surtout au niveau du rempotage, c'est qu'il y a un équilibre entre la partie aérienne et le système racinaire. D'accord. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas couper toutes les racines et laisser beaucoup de branches, ou l'inverse, laisser beaucoup de racines et peu de branches. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait une correspondance, un équilibre entre les deux. Entre ce qu'on voit et ce qui est caché. Voilà, exactement. Et aussi, le rempotage, ça va servir à quoi? Ça va aussi permettre d'ausculter le système racinaire. Ouais. Hein, voir si la plante va bien, quoi. Voilà, exactement. S'il n'y a pas de pourriture, s'il n'y a pas de petites bêtes, de champignons, de choses comme ça. D'accord. Hein, donc, on prend un pot, un nouveau pot. Ouais. Voilà. Nous, dans les serres, on travaille un petit peu, d'une façon un peu particulière. C'est que, comme on n'a pas beaucoup de place dans la serre... Ouais. Il y a un toit. Voilà, il y a un toit. Et donc, les plantes, on les cultive un peu comme des bonsaïs. Alors ça, c'est rigolo. C'est un truc qu'on ne sait pas... Mais vous les faites en sorte qu'elles restent petites, quoi. Voilà, exactement, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que normalement, le rempotage, il faut augmenter les tailles de pot à chaque rempotage. Ouais. Bah, nous, on le fait pas. Ouais, vous faites l'inverse. Même pas. Non, parce que là, le pot, il fait la même taille. On fait pas l'inverse, mais en tout cas, on reste sensiblement sur les mêmes tailles de pot. D'accord. Hein, voilà. Donc, au fond de mon pot, qu'est-ce que je mets? Je mets un tesson. Ouais. D'accord. Au fond de ce pot, donc nous, on utilise... Ça sert à quoi, ça? Alors ça, le tesson, ça va servir, en fait, il y a le trou de drainage. Hein, ça va servir à protéger le trou de drainage. Au fond de ce pot, je mets du gravier, bien évidemment. Ouais. Hein, donc ça va permettre le drainage. Alors, nous, on utilise du gravier, on peut utiliser du sable, on peut utiliser aussi des billes d'argile, par exemple. Ouais. Hein, voilà. Ensuite, de la bonne terre. De la bonne terre, comme ça. Voilà. On en met un petit peu au fond. Ouais. Ensuite, on prend le ficus. Voilà. Alors là, le pot, il est juste, mais ça va pas nous déranger. Lui, le ficus, il va s'en contenter. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va remplir le pot. Donc, en fait, entre la motte et le pot, il y a des trous. Donc, on va remettre de la terre. Voilà. Et puis, après, on prend nous, on appelle ça un beurroir. Hein. Un beurroir pour tartiner, quoi. Non, pour tasser la terre. Voilà. Donc là, après, c'est pareil. On n'a pas peur d'y aller franchement. En gros, si vous faisiez pas ça, le ficus, il pourrait monter jusqu'à combien? Alors les ficus, c'est des plantes en milieu tropical qui font 30, 40, 50 mètres de haut. Ouais. Hein, donc, vaut mieux les stopper. Voilà. Même chez vous, hein, c'est des plantes qu'il ne faut pas hésiter même à tailler. Alors, quand on taille le ficus, il faut faire attention parce que c'est une plante qui contient du latex. Ouais. Hein, donc, il faut se protéger, mettre des gants, éventuellement des lunettes. Hein, celui-là, il a été taillé déjà, hein, donc il n'y a pas... Donc quand on coupe la branche, elle suinte un peu, quoi. C'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Hein, donc là... Voilà, il est reparti pour un an. Voilà, il est reparti pour un an. Et puis surtout, ce que je fais une fois que j'ai rempoté, j'arrose. Ah bah oui. Voilà. Hein. Parce qu'il faut qu'elle mange et qu'elle boive. Voilà, il faut qu'elle mange et qu'elle boive. Et en fait, en faisant... Donc là, moi, j'ai tassé ma terre dans le pot. Et en fait, le fait d'arroser, ça va aussi permettre aux petits grains, aux petites billes de terre et tout ça, de bien s'agencer et de bien, en fait, faire le lien avec les racines. Et comme ça, la plante, elle va repartir. D'accord. Et après, vous la remettez quelque part là dans les massifs. Voilà, exactement. Voilà. Parce que là, on voit, la terre est encore fraîche. Ça a été fait il n'y a pas très longtemps, quoi. Alors ça, alors là, c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on est sur la partie des épices. Ouais. Hein. Donc, on va présenter la collection d'épices. Pour l'instant, c'est un petit peu vite parce qu'on est en train justement de réaménager tout ça. Je peux vous en présenter quelques-uns. Il y a celui qu'on aime bien au moment de Noël, qu'on met dans le vin chaud, c'est la cannelle. Ah oui? Hein, bah oui. Ça, c'est le cannelier. Hein, le cannelier, c'est une plante... en fait, la cannelle, c'est cette chose-là.
Ah, voyons. Alors, vous la connaissez... Bah, sous forme de petits bâtons, voilà, quoi. Voilà, c'est ça, plutôt donc, comme ça. Voilà, vous la connaissez comme ça. Alors ça, à ton avis, qu'est-ce que c'est comme partie de la plante? Eh ben, je ne sais pas. C'est pas la feuille qu'on a séchée, non? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. En fait, le bâton de cannelle, c'est une branche du cannelier qu'on a coupée et qu'on laisse sécher. Donc en fait, on mange la branche, quoi. Enfin, on mange pas vraiment la cannelle. En quelque sorte, on mange du bois. Ouais. Hein? C'est ça. Voilà. Alors Attention les dents, hein. voilà, attention les dents. Et donc c'est une culture particulière parce que en réalité pour produire la cannelle, il faut donc des canneliers et donc il faut les couper. Ouais. Hein, il faut les tailler très régulièrement. Hein. Donc en fait, il y a chez les producteurs, on a des gros canneliers et c'est une plante qui a tendance à regiter beaucoup. Donc en fait, on va laisser pousser les branches, on va les recouper. Et tous les 2-3 ans, on va renouveler en fait ces branches-là pour pouvoir les exploiter. D'accord. Et ça pousse où normalement le cannelier alors? Alors le cannelier, c'est Sri Lanka, Inde, voilà. Asie quoi. Voilà, Asie. D'accord. Exactement. Bon, à côté, on a de la vanille. Alors à côté, on a de la vanille. Alors on va aller même de l'autre côté. Ah, Denis, suivez-nous. Parce que alors la vanille est considérée comme épice. Hein. Donc là, on a la gousse de vanille. Ah oui, mais version fraîche quoi. Voilà, version haricot vert. Ouais. Normalement, c'est plutôt un haricot brun. Voilà, d'habitude, on a plutôt cette chose-là. Ah. Alors ça, c'est une gousse qu'on a récupérée toute fraîche d'il n'y a pas longtemps. Waouh. Je te laisse en profiter. Allez-y, sentez aussi. Voilà. Ça sent super bon. Hein. Voilà. Donc la vanille, il faut savoir que c'est une orchidée. Ouais. D'accord. Et son milieu naturel, c'est le Mexique. Voilà, d'habitude, on pense que c'est à Madagascar. Bah oui, puis à La Réunion, quoi. Et à La Réunion. Ouais. En fait, Madagascar et La Réunion, la vanille, elle est cultivée là-bas. Hein, donc, on a pris la vanille au Mexique, on l'a emmenée à Madagascar. La particularité, c'est que cette vanille, elle a un pollinisateur qui se trouve qu'au Mexique. Donc, quand on emmène la vanille pour la cultiver à Madagascar, on n'a pas de pollinisateur. On n'a pas amené l'abeille qui va avec. Voilà, c'est une petite guêpe, une petite guêpe tropicale. Et en fait, c'est un esclave au milieu du 19e siècle qui s'appelait Edmond Albius, qui a donc trouvé la pollinisation manuelle. D'accord. Alors, comment il a fait? Parce qu'il n'a pas le petit dard de la guêpe. Non, mais en fait, il a utilisé comme un petit bâton, en fait. Hein, donc, il s'agit de faire une manipulation dans la fleur pour mettre les pollinies sur la partie femelle de la fleur. C'est de l'autofécondation. Et cette autofécondation va permettre d'obtenir les gousses de vanille. Voilà. Donc, grâce à cette manipulation, on a pu cultiver la vanille là-bas. On peut cultiver la vanille pour ses gousses. Hein, donc c'est pour ça que la vanille, c'est quand même un produit relativement cher, parce que en fait, il faut féconder fleur par fleur pour obtenir les gousses. Et manuellement. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas pu trouver de machine. Ouais, tant mieux. Tant mieux. Et pour finir sur les épices, alors, on va faire une petite devinette. Ouais. Alors, est-ce que tu sais me dire ce que c'est que ça? Alors, petite bille. Bon, ça ressemble à du poivre ou non? Ou comme des clous de girofle un peu, non? Oui. Non, je sais pas. Voilà. Alors, le clou de girofle, c'est pas ça. Non, le clou de girofle, c'est ça. Oui, bah oui. OK. Ouais. Ça, en fait, ce que je t'ai fait sentir, c'est le 4 épices. Ah, d'accord. Voilà. Hein, en fait, le 4 épices, bien souvent, quand on achète ça en grande surface, on pense que c'est 4 épices qui sont mélangées. Ouais. Hein. En fait, le 4 épices, c'est cet arbre-là. D'accord. Voilà. Hein. Donc, les petites baies que tu as là, ce sont les fruits du 4 épices. Bon, là, il n'y en a pas pour l'instant. Non, là, il n'y en a pas. Hein. Mais il faut savoir qu'on utilise aussi bien les baies que les feuilles. D'accord. Les feuilles, on peut les mettre dans les plats comme des feuilles de laurier. Hein. En fait, ce sont des feuilles très odorantes. C'est la famille de l'eucalyptus. D'accord. Hein. Le 4 épices, on l'appelle aussi le piment de Jamaïque parce que ça pousse à la Jamaïque. D'accord, ça vient de là-bas. Bon, il y a un petit peu tous les continents de représenter. Là. Voilà, c'est un petit peu notre vocation à la serre, hein, de représenter l'ensemble, on va dire en tout cas une partie des plantes tropicales. Ouais. Donc là, on quitte la partie des épices, de l'alimentaire, pour aller... Bon, là, il y a à la fois le bien-être et le bois. Voilà. Alors, les épices, c'est aussi le bien-être. Oui. Hein, mais là, on est sur la partie bien-être qu'on ne mange pas. D'accord. Hein, c'est plutôt la partie, je dirais, senteur et cosmétique. D'accord. Hein, donc ça, c'est le tiaré. Hein. Le tiaré, pour les amateurs de plantes, c'est un gardénia. Et c'est le gardénia qui vient de Tahiti. D'accord. Voilà, il est endémique de Tahiti.
C'est les fleurs que se mettent les Thaïsiennes dans les cheveux. Voilà, donc c'est le monoï. Voilà, le monoï. Donc on utilise les fleurs. Donc là, il faudra revenir au mois de juillet, Ouais. parce que là, pour l'instant, on n'a pas de fleurs. Donc c'est utilisé en cosmétique, effectivement. Et puis là, on a ce grand arbre. Alors ça, c'est un arbre qu'on appelle le frangipanier. Les voyageurs le connaissent, on le trouve un petit peu partout dans le monde. Alors, ça n'a rien à voir Bon, avec la avec la galette, frangipane, hein, bien évidemment. voilà. Hein. On l'a appelé le frangipanier parce que, en fait, quand on a découvert la plante, c'était un Italien, un parfumeur, Monsieur Frangipani, qui avait utilisé ces fleurs pour le parfum. Et donc on s'en sert encore pour le parfum aujourd'hui? Et donc, Ouais. on s'en sert encore pour le parfum et on s'en sert aussi pour les colis d'accueil, avec la fleur de tiare. Ah, quand François Hollande était parti là sur les îles, Voilà, il a peut-être c'est eu de la ça. frangipane. Voilà, c'est ça. Autour du cou. C'est ça, exactement. Donc voilà. Et puis pour finir sur l'aspect bien-être cosmétique, on a cet arbre-là. Ouais. Cet arbre-là, c'est l'ilang-ilang. Ouais, c'est un nom qui sonne. Hein, familier. c'est un, Oui. voilà, c'est un nom qui sonne. Ça, c'est cultivé surtout à Mayotte. Hein. Ouais. C'est la base du parfum du Chanel numéro 5. Ah ouais, donc ça vaut un peu d'argent alors. Bon, faut savoir faire la recette derrière. C'est surtout que... Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est C'est comme une le fleur. Coca-Cola, c'est ça. Oui, c'est secret. Hein, Il voilà. y a une fleur qui est jaune, hein, c'est ça? Voilà, c'est une fleur jaune qui est, je dirais, assez développée et qui sent très très bon. Voilà. Donc là, si tu reviens cet été dans le coin, il y aura le tiare, il y aura le frangipanier, il y aura l'ilang-ilang et on a aussi un pied de jasmin. Et donc ça sentira Donc ça risque de sentir un peu bon. un peu bon. Pour l'instant, ça sent le purin d'ail ici. Voilà, ça sent le purin Vous d'ail. n'avez pas l'odeur, mais nous, là. Voilà, nous on l'a parce que j'ai fait un traitement ce matin en fait, avec du purin d'ail contre les parasites. En fait, c'est une méthode alternative qu'on est en train de développer au Cerf Tropical. Tu sais comme moi qu'on n'utilise plus de produits chimiques. Ouais, fameux zéro phyto. Voilà, le Ouais. fameux zéro phyto de la ville de Nantes. Et donc, eh bien, on Faut trouve... trouver des alternatives. Voilà, on Ouais. trouve des alternatives. Les purins, ça c'est des alternatives que tout le monde peut utiliser. On utilise aussi des auxiliaires de culture. On introduit des coccinelles. On fait du piégeage avec des plaques bleues pour attirer certains parasites. Voilà, On les voit un peu au cours de la visite. voilà, Ouais, ce les sont petites des plaques. méthodes alternatives qui permettent de s'affranchir du pesticide. Et on est content aussi, ça c'est Voilà. une bonne nouvelle. On s'arrête sur cet énergumène. Alors cet énergumène, c'est un vieux pépère, il a plus de 100 ans. Il a été introduit dans la serre en 1903. Ce vieux pépère, c'est l'ébène. Ouais. Alors l'ébène, tout le monde connaît, c'est ce qui a donné le nom à l'ébénisterie. Et puis c'est particulier parce que, alors tu peux constater comme moi que l'écorce est relativement noire, Ouais. mais il faut pas se tromper. L'ébène, c'est pas du tout l'écorce qui est noire, en fait c'est le cœur de l'arbre. C'est la partie de Donc c'est l'arbre encore qui est plus noir morte. à l'intérieur, quoi. Voilà, c'est encore plus noir à l'intérieur. Ici, les anciens nous ont légué ce morceau d'ébène. Voilà. Donc il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que si on veut un morceau d'ébène comme ça, il faut un arbre qui est très très vieux, puisque en fait le bois d'ébène il est très très dur, très noir, parce que l'arbre pousse très lentement. D'accord. Voilà. Donc là, il aurait pu avoir une taille bien plus importante, mais justement, comme on l'a dit, vous l'avez taillé, vous, pour Alors, qu'il grandisse pas plus que voilà, ça. nous quoi. on l'a bonsaïfié, mais, qu'il a plus de 100 ans. mais malgré tout, c'est un arbre qui pousse très lentement. Ouais. C'est pour cette raison qu'on a un bois qui est très très dur. D'accord. Voilà. Dont on se sert encore. Donc on se sert, mais de moins en moins, Parce que c'est trop parce que cher. c'est devenu un arbre qui est rare, puisqu'il a été surexploité. Donc l'ébène, on a vu, il est d'époque, enfin de la construction de la serre, Ouais, 1903. Et là, dans cette allée, il n'y a que justement des arbres de cette époque-là. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle, c'est la chapelle aux Vénérables. Donc on n'a que des arbres qui ont plus de 100 ans, Ouais. qui datent de la première introduction de la serre. Donc ça, c'est une partie qui ne sera pas visible en visite libre. Il faudra venir aux visites guidées pour pouvoir en profiter. Voilà, c'est du teasing pour que vous veniez en visite guidée. Voilà, pour s'arrêter exactement. sur tous ces arbres. Alors là, on est dans une autre partie encore de la serre. Qui sera accessible également en visite Ouais. guidée uniquement, d'accord. Ouais. Et puis là, on a une collection de baobabs. Donc là, on a... Bonsaïfié aussi. Du Voilà, coup, hein. bonsaïfié aussi. Là, on a notre vieux pépère de la serre, notre vieux baobab. Il a 83 ans. Ouais. Alors, pour nous, c'est âgé. À l'échelle d'un baobab, c'est encore un petit bébé. Ouais. Tu sais, les gros baobabs qu'on voit en nature, ils ont plus de 1000 ans. Ouais. Le baobab, c'est une plante qui est très, très utilisée en Afrique. Et notamment, on utilise le fruit. Donc là, tu vois, c'est un fruit, on a un petit peu triché, on a attaché un fruit. On l'appelle le pain de singe. D'accord. Pourquoi on l'appelle le pain de singe? Parce que c'est le singe qui les mange. Non. Oui, en fait, oui, c'est ça déjà.
Et puis surtout, à l'intérieur du pain de singe, on a cette chose-là. Hein. Donc ça, ça ressemble à de la mie de pain. Ouais. Hein. Et en fait, c'est une poudre qui est légèrement acidulée. À l'intérieur, tu vois, si on gratte un petit peu, en fait, ce sont les graines du baobab. Et surtout, ça a des vertus médicinales. Ouais. Hein, c'est très important, notamment au Mali, pour guérir tout ce qui est maux de ventre, troubles digestifs. Les enfants, là-bas, ils mangent ça comme des bonbons. C'est légèrement acidulé. Bon, on va goûter aussi, alors. Voilà. tu veux goûter? Bah, pourquoi pas. On est là, on goûte. Et alors, du coup, pour redonner un peu les infos concrètes pour les gens qui vont vouloir venir, à partir du 1er avril, donc visite libre, c'est ça? Voilà, donc la visite libre, c'est le dimanche matin de 10h30 à midi. Et puis, on continue le circuit de visite guidée. Donc, c'est le mercredi à 15h, et samedi, dimanche à 15h et 16h30. Et ça dure 1 heure à peu près. Voilà, c'est une visite guidée d'à peu près 1 heure. Et on apprend plein de trucs qu'on pourra après épater ses amis lors des dîners mondains quand même. Voilà, Non, exactement. on apprend plein de choses quand même. Merci beaucoup pour la visite, Je t'en prie, Jean-Christophe. je t'en prie. Merci à vous. Salut. Au revoir.